Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 1956, Pinolow était une tache oubliée sur la carte du Mississippi, une ville étouffée par la moiteur des marais et l'épaisseur invisible mais bien réelle des lois non écrites de la ségrégation raciale. Le matin, la brume serpentait entre les cyprès noueux, et le soir, les grenouilles chantaient comme des prières anciennes adressées à un dieu qui semblait avoir détourné le regard. Les gens de Pinolow vivaient selon un ordre tacite, ancestral. Les Blancs habitaient les hauteurs du centre-ville, maisons victoriennes aux porches vernis, drapeaux accrochés au vent, églises baptistes où se prononçaient des sermons sur la morale, sauf quand il s'agissait de justice pour les Noirs. Les Noirs, eux, vivaient de l'autre côté de la voie ferrée, dans des maisons bancales, bâties à la sueur de générations de mains calleuses. On ne les regardait pas. On les tolérait, jusqu'à ce qu'ils osent parler, ou simplement exister un peu trop droit. À la frontière incertaine entre les terres sauvages et les derniers lampadaires rouillés, il y avait Isaiah Walker. Il avait 45 ans, et portait ses années comme une croix invisible. On disait qu'il parlait peu, qu'il priait seul, qu'il labourait ses champs comme s'il creusait une tombe dans chaque sillon. Il vivait dans une ferme de bois gris, mangée par les mousses, héritée de son père, un ancien esclave affranchi dont on racontait qu'il avait fui les chaînes avec un fusil et une Bible. Isaiah était veuf depuis 7 ans. Sa femme, Sarah, était morte d'une pneumonie qu'un médecin blanc avait refusé de traiter à temps. Depuis ce jour, quelque chose en lui s'était brisé, non pas sa foi, mais son espoir. Et pourtant, il n'avait jamais quitté cette terre. Il cultivait le maïs, réparait son toit chaque automne, aidait les autres Noirs du coin quand il pouvait. Il parlait peu mais écoutait beaucoup. Certains disaient qu'il avait été soldat en Europe. D'autres juraient l'avoir vu pleurer sous la pluie, agenouillé devant la tombe de sa femme. Mais tous s'accordaient sur une chose, Isaiah Walker ne dérangeait personne, et surtout, ne posait jamais de questions. C'est précisément pour cela qu'il l'avait choisi. Ce soir-là, le soleil descendait lentement derrière les pins, teintant le ciel d'ocre et de feu. Isaiah rentrait du champ avec ses bottes pleines de boue et une pelle sur l'épaule. Il s'apprêtait à fermer le poulailler quand il entendit le bruit caractéristique d'un moteur américain trop bien huilé. Une Chevrolet noire, rutilante malgré la poussière de la route, s'engagea sur l'allée. Elle s'arrêta net devant sa grange. 3 hommes blancs en descendirent, silhouette lourde, geste lent, regard droit. Il s'essuya les mains sur son pantalon de toile et resta planté là, comme un arbre qui attend l'orage. Le plus vieux destroy se abanca. Sheriff Earl Whitmore. Un homme taillé comme un vieux taureau, large, ridé, et malicieux d'un œil, dangereux de l'autre. Il portait un costume beige froissé, taché à la manche, et un chapeau gravissé sur son crâne. Dans sa main droite, une canne sculptée. Dans la gauche, une cigarette qu'il ne fumait pas. Walker. La voix était rauque, usée, mais autoritaire. On a besoin de tes services. Un enterrement. Discret. Ce soir. Il tourna la tête, et d'un signe mentonna la benne du pick-up. Là, allongé dans un cercueil en bois clair, se trouvait un corps recouvert d'un drap blanc. Isaiah sentit une tension sourde lui monter dans la nuque. Il fixa le cercueil sans mot dire. T'as une pelle. T'as des bras. Et t'es pas du genre à poser des questions, pas vrai? Ajouta un autre homme, plus jeune, en mâchant du tabac. Isaiah ne répondit pas. Il regarda le shérif dans les yeux. Et il comprit. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre en costume. Dans ce monde-là, refuser n'était pas seulement un manque de coopération. C'était un acte de rébellion. Et pour un homme noir, un acte de rébellion pouvait devenir une sentence de mort. Alors il accepta. D'accord. Ce qu'il ignorait, c'est que dans ce cercueil dormait Clara Whitmore, la belle-fille du shérif. Vivante. Clara avait 26 ans, et toute sa vie ressemblait à une carte postale empoisonnée. Fille de pasteur, instruite dans une école de filles à Atlanta, mariée à Thomas Whitmore, le fils du shérif, elle portait le poids d'un nom, d'un rôle, d'un destin écrit par d'autres. Blonde, belle, instruite, elle avait longtemps pensé qu'elle pouvait supporter la cage dorée dans laquelle on l'avait enfermée. Jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Des documents, des conversations à huis clos, des lettres cryptées. Clara avait compris que son mari et son beau-père étaient liés à un trafic d'armes,
à des groupes extrémistes, à des milices qui faisaient régner la terreur dans les quartiers noirs et latinos du Sud. Elle avait eu peur. Puis elle avait voulu parler. Ese echaper. Elerte. Mais dans Pinolow, les secrets des puissants se protègent dans le silence et la terre. Un sédatif dans son thé. Un médecin corrompu. Une déclaration de décès falsifiée. Et un cercueil scellé. Puis le reste confié à un homme qu'il pensait invisible, un fermier noir qui ne ferait que ce qu'on lui disait. Mais Isaiah Walker n'était pas un pion. Et cette nuit-là, dans l'odeur de la terre fraîchement retournée, quand Clara ouvrit les yeux, ce fut le monde entier qui bascula. Isaiah arriva seul à la clairière, le cœur lourd, la pelle sur l'épaule et la terre humide collée à ses bottes. L'air était lourd, chargé d'électricité, comme avant une tempête. Seuls les grillons et les grenouilles brisaient le silence nocturne. La lune, pâle et voilée, projetait sur le sol des ombres vacillantes. C'était une nuit faite pour enterrer les secrets. Il s'arrêta près du cercueil posé à même la terre, entouré par les pins tordus qui formaient une cathédrale obscure. Il inspira profondément, planta la pelle dans le sol et commença à creuser. Chaque coup dans la terre retentissait comme une cloche sourde dans le silence. Il creusait sans hâte, comme s'il espérait que le travail ralentirait le destin, que le temps s'allongerait et qu'il pourrait éviter ce qui pesait déjà dans l'air. Quand le trou fut assez profond, Isaiah s'essuya le front, puis s'agenouilla devant le cercueil. Il hésita, la main suspendue au-dessus du loquet de métal. Une dernière prière muette traversa son esprit. Il ouvrit. Ce qu'il vit d'abord, ce fut une paupière qui frémit. Puis un souffle court. Un gémissement à peine audible, fragile, comme le bruissement d'une feuille. Isaiah recula brusquement, le cœur battant à ses tempes, les mains tremblantes. Pendant quelques secondes, le monde s'arrêta de tourner. Le chant des grenouilles s'éteignit. La forêt retint son souffle. « Aidez-moi » murmura la voix, brisée, les lèvres blêmes et fendillées. Clara Whitmore n'était pas morte. Ce n'était plus un enterrement. C'était un meurtre évité de justesse. Isaiah aurait pu refermer le couvercle. Il aurait pu enterrer la vérité, comme tant d'autres l'avaient fait avant lui. Il aurait pu se dire que ce n'était pas son affaire, que c'était trop dangereux. Que dans ce pays, un homme noir n'avait pas le droit de se mêler du sort d'une femme blanche, même vivante. Surtout vivante. Mais il resta là, figé, luttant contre l'instinct de survie et cette autre voix, plus profonde, plus ancienne, celle de sa mère morte, celle de ses ancêtres. Celle qui disait « Fais ce qui est juste, même si personne ne le voit ». Il se penca. Glissa ses bras robustes sous le corps glacé de Clara et la souleva hors du cercueil comme on porterait une vérité trop lourde pour le silence. Il l'amena dans une vieille grange à l'écart, au bout de ces terres, là où personne n'allait plus depuis des années. Un endroit oublié des hommes, mais pas de la mémoire. Il y avait autrefois rangé le foin, abrité des bêtes. Ce soir-là, il y abrita une femme qu'on voulait faire taire à jamais. Il l'installa sur une couche de paille propre, l'enveloppa dans de vieilles couvertures, lui fit boire de l'eau goutte à goutte. Elle était brûlante de fièvre, son corps secoué de tremblements. Il nettoya les égratignures sur ses bras, couvrit les marques bleues autour de ses poignets, et resta assis près d'elle des heures durant, veillant comme on veille une flamme fragile. Durant plusieurs jours, Clara vécut entre deux mondes, balbutiant des bribes de phrases, des noms, des pleurs étouffés. Isaiah ne répondit jamais. Il la regardait simplement, silencieux, solide, immobile comme un arbre. Un matin, alors que l'aube filtrait à peine entre les lames de bois, Clara ouvrit les yeux. Elle resta là, à l'observer un long moment, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Puis, d'une voix rauque, elle murmura. « Pourquoi m'avez-vous aidé » Isaiah ne répondit pas tout de suite. Il se redressa lentement, les coudes posés sur ses genoux, les mains calleuses jointes comme pour prier sans croire. Puis il haussa légèrement les épaules. « Parce que je suis un homme. Pas un chien. » Il n'y avait ni héroïsme ni fierté dans sa voix. Juste une vérité nue, celle qu'on ne pouvait pas enterrer. Dans ce silence partagé, quelque chose se tissa. Ce n'était pas de la tendresse. Pas encore. C'était autre chose. Une reconnaissance muette entre deux êtres brisés par le même système. Elle, prisonnière d'un monde doré devenu une cage. Lui, exilé intérieur dans son propre pays, nié, effacé, mais toujours debout. Dans cette grange délabrée, entre les craquements du bois et les soupirs du vent,
ils retrouvèrent un souffle d'humanité. Et peut-être, sans encore le savoir, le début d'une alliance que rien ne pourrait détruire. Pendant que Pinolow s'agitait dans le vacarme de ses rumeurs et de ses peurs, la vérité, elle, se terrait dans l'ombre. Officiellement, Clara Whitmore avait disparu. On parlait d'un possible enlèvement, d'une fugue, certains murmuraient même qu'elle s'était noyée, fatiguée de sa vie dorée. Les journaux locaux, sous la main invisible du shérif, publiaient des récits flous, édulcorés, orchestrés pour semer la confusion. Mais une seule personne savait. Et il savait que quelqu'un d'autre savait aussi. Shérif Earl Whitmore n'était pas un imbécile. Il avait bâti son règne sur la peur, sur l'intimidation et sur une connaissance aiguë des faiblesses humaines. Il comprit vite que le seul homme en dehors de son cercle à avoir approché le cercueil était Isaiah Walker. Et Isaiah, avec ses yeux calmes et son silence insoumis, lui posait un problème. Alors, il lança la chasse. Officiellement, c'était une enquête. En réalité, c'était une purge silencieuse. Les voisins d'Isaiah furent interrogés sans ménagement, surtout les Noirs. Les champs furent fouillés. Des chiens renifleurs passèrent dans les bois comme des spectres. Des enfants furent réveillés en pleine nuit, leurs parents forcés de garder les yeux baissés sous la lumière crue des lampes torchées. Le message était clair. Personne ne protège quelqu'un que le shérif cherche. Mais Isaiah n'était pas seul. Révérend Moses, le vieux pasteur du quartier noir, discret mais profondément respecté, veilla à brouiller les pistes. Il prétendit avoir vu Isaiah dans son église la nuit de la disparition. Il organisa des prières, des chants, des réunions de façade, tout pour détourner l'attention. Sous sa soutane usée, Moses était un stratège. Il savait que la foi pouvait être un bouclier, mais que parfois, elle devait aussi devenir un couteau. Annie Mae, l'infirmière clandestine aux gestes doux mais au regard perçant, faisait passer des médicaments et des vivres à la grange, sous couvert de visites chez les malades. Elle connaissait chaque sentier, chaque passage, chaque visage qui gardait les secrets. Elle avait soigné des générations entières de vies invisibles, et maintenant, elle soignait aussi la vérité. Pendant ce temps, Clara découvrait un autre monde. Un monde où chaque sortie pouvait être fatale. Où chaque mot pouvait condamner une famille. Où le silence n'était pas lâcheté, mais stratégie de survie. Elle voyait les regards fuyants, les gestes mesurés, la dignité blessée mais intacte d'un peuple qu'on essayait d'effacer sans y parvenir. Un soir, dans la lumière tremblante d'une lampe à huile, elle prit la main d'Isaiah. Ce geste, dans un autre contexte, aurait été impensable. Mais ici, au cœur du vrai danger, les convenances sociales s'étaient effondrées comme un vieux porche sous l'orage. « Si je m'en sors, je veux les dénoncer », dit-elle. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient fermes. Isaiah, assis en face d'elle, la fixa un instant. Puis, simplement, il répondit. « Alors on va t'aider à t'en sortir. » Ce fut le début d'un plan, fragile comme du verre, mais porté par la conviction. Grâce au révérend Moses, un contact fut établi avec James Holloway, un jeune avocat noir originaire de Chicago, revenu dans le Sud pour défendre les siens. Holloway était audacieux, formé dans le Nord, mais forgé dans la colère. Il savait que la vérité ne suffisait pas. Il fallait la protéger, l'escorter, l'exposer au bon moment, dans la bonne lumière. Une nuit sans lune, Clara fut discrètement conduite jusqu'à Jackson. La route était longue, ponctuée d'arrêts dissimulés, de changements de véhicule, de silence oppressant. À chaque virage, elle serrait les dents, persuadée que le shérif allait surgir. Mais elle arriva. Dans un bureau neutre, impersonnel, sous la protection discrète d'un agent du FBI contacté par Holloway, Clara donna une déposition officielle. Pas une confession. Un acte de guerre. Elle raconta tout. Le trafic d'armes, les intimidations orchestrées contre les familles noires, les disparitions mystérieuses maquillées en accident. Et surtout, l'enterrement. Le cercueil. Le sédatif. La trahison d'un père, d'un mari, d'une ville entière. Quand la nouvelle éclata dans la presse, ce fut comme si une digue cédait. Les Whitmore furent arrêtés. Le shérif tomba de son piédestal, furieux, aboyant des démentis que plus personne n'écoutait. Thomas, le mari, fut traîné hors de son bureau, pâle, hagard. Le scandale dépassa les frontières du Mississippi. Des journalistes accoururent, des photographies furent prises. Pour la première fois, les puissants tremblaient. Clara, elle, fut placée sous protection fédérale.
On lui attribua un nom de code, une nouvelle adresse, une nouvelle vie. Mais elle savait que son ancienne vie, elle ne la retrouverait jamais. Isaïe, quant à lui, fut interrogé. Longtemps. On voulait savoir ce qu'il savait, depuis quand, qu'il avait aidé. Il répondit peu. Ce qu'il dit fut simple, irréfutable, digne. Puis on le relâcha. Pas de remerciements. Pas d'excuses. Il rentra chez lui seul, mais la tête haute. Le cœur en paix. La terre qu'il cultivait n'avait pas changé, mais lui, si. Et désormais, il savait qu'un homme, même sans titre, sans voix, pouvait faire trembler un empire bâti sur l'injustice. 2 ans avaient passé depuis ce jour fatidique où la vérité avait percé le silence lourd de Pinolow. La ville semblait avoir repris son souffle, mais sous cette apparente quiétude, beaucoup savaient que rien ne serait plus jamais pareil. Isaiah Walker avait cessé de labourer ses champs. La terre, autrefois aussi vivante que lui, avait été laissée en jachère, comme un cœur en pause, un territoire en attente. Chaque dimanche, les voisins apercevaient Isaiah marchant lentement vers son champ près du marécage, silhouette droite mais solitaire, ombre familière glissant entre les hautes herbes jaunies par le soleil d'été. Il s'asseyait là, face à l'étendue silencieuse, le regard perdu dans le reflet trouble de l'eau stagnante. Certains murmuraient qu'il priait, d'autres qu'il parlait aux fantômes du passé. Mais personne n'osait troubler ce rituel. Un après-midi d'automne, alors que le vent commençait à faire danser les feuilles mortes, une voiture noire apparut sur le chemin de terre qui menait à la ferme. Une voiture venue du nord, avec des plaques qu'on ne voyait jamais dans ce coin-là. Elle s'arrêta doucement. Isaiah, qui observait l'horizon, tourna la tête. Une femme descendit, vêtue d'un long manteau bleu nuit, ses cheveux bruns tirés en un chignon soigné. À ses côtés, une petite fille aux boucles épaisses tenait fermement sa main. La femme s'avança vers Isaiah avec une douceur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. C'était Clara. « Isaiah, dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Elle sortit la petite fille de derrière elle. Elle s'appelle Hope. Le nom résonna dans l'air comme une promesse. J'ai voulu qu'elle vous voie, poursuivit Clara en déposant un regard empli de gratitude et de respect sur l'homme fatigué devant elle. Qu'elle sache à quoi ressemble un homme debout dans un monde qui voulait l'écraser. Isaiah s'agenouilla lentement, les yeux embués de larmes retenues depuis trop longtemps. Ses mains rugueuses et fortes prirent l'enfant avec précaution, comme si elle était fragile, mais déjà porteuse d'une force immense. Hope leva les yeux vers lui, curieuse, comme si elle lisait dans son visage toute une histoire, toute une bataille. Isaiah sentit son cœur se gonfler d'une émotion indescriptible. Dans ce contact simple, silencieux, il y avait la transmission d'un héritage plus fort que les cicatrices de la terre et de l'âme. Clara resta là, à ses côtés, dans le bruissement des roseaux, dans la lumière douce du soir qui caressait le marécage. Ce moment suspendu devint une sorte de cérémonie muette. L'endroit où l'injustice avait voulu enterrer une vérité trop lourde. L'endroit où, malgré la peur et la haine, la dignité et le courage avaient survécu. La terre du vieux sud, marécageuse et cruelle, rendait enfin hommage à une vérité que même la mort n'avait pu enterrer. Un hommage silencieux, un pont entre les générations, un témoignage vivant de ce que signifie se tenir debout quand tout pousse à tomber. Isaiah se redressa lentement, tenant Hope contre lui, le regard fixé sur l'horizon où le soleil disparaissait. « Elle a un nom qui veut tout dire, » murmura-t-il, la voix chargée d'espoir et de promesse. « Hope. Espoir. » Et dans ce champ laissé en jachère, sous le souffle du vent et le chant des grenouilles, quelque chose de nouveau commençait à pousser.